Yo, Bonjour. partie 4.2, hey, j'ai pris que 4 semaines à upload une nouvelle vidéo. Bref, rien de nouveau pour cet épisode, mis à part le petit disclaimer habituel, mais vous inquiétez pas, j'ai toujours mis des trigger warnings avant les entrées susceptibles de choquer, donc vous êtes carrés. Normalement. Sur ce, bienvenue dans la partie 4.2 de l'ultime iceberg de l'internet. Yume Nikki. Yume Nikki est le nom d'un jeu vidéo japonais développé entièrement sur le logiciel RPG Maker. Le jeu fut créé en 2004 par l'énigmatique Kikiyama, dont on ne sait peu de choses sur la personne. Si peu à vrai dire qu'on ne sait même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Mais bon, c'est pas spécialement important, ce qui nous intéresse ici c'est le jeu. Donc, Yume Nikki est un jeu d'aventure et d'exploration en 2D, suivant le personnage de Mado Tsuki, et avec laquelle nous allons explorer ses rêves. Le jeu dit comme ça pourrait s'apparenter à LSD Dream Emulator, mais la véritable différence ici c'est que Yume Nikki propose une véritable narration, au lieu d'être qu'un simple catalogue de trucs what the fuck se suivant à la chaîne. Bon, quoique Yume Nikki peut aussi se montrer être un catalogue de trucs what the fuck se suivant à la chaîne. Avant d'aller plus loin sur l'explication du jeu, j'aimerais souligner le fait que je n'ai jamais joué à Yume Nikki, donc il se peut que je dise des trucs faux. Cependant, en cherchant des éléments pour cette entrée, il s'avère que je suis devenu véritablement intéressé par ce jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que d'une fois que j'aurai terminé ces vidéos, je ferai un gameplay sur Yume Nikki que je partagerai sur cette chaîne comme projet secondaire. Bon, maintenant que j'ai partagé ça, on peut continuer. Donc le jeu s'ouvre sur la chambre de Mado Tsuki, putain. Donc le jeu s'ouvre sur la chambre de Mado Tsuki, chambre relativement vide où on a 4 choix. Utiliser le bureau, ce qui nous sert de sauvegarde, aller au balcon, ne pas aller dehors, regarder la télé, et finalement, aller au lit. C'est en allant au lit que, comme vous l'auriez deviné, on pourra progresser dans la narration du jeu. Une fois au lit, on arrive dans le monde des rêves, où on se retrouve dans une pièce un peu chelou avec 12 portes, chacune nous conduisant dans des mondes plus bizarres les uns que les autres. Le but est de collecter 24 effets, donc des collectibles, afin de battre le jeu. Autrement, ben c'est tout. Pas de combat, pas de quête secondaire, le véritable but du jeu est d'explorer. La grande raison de pourquoi cette entrée est dans cet iceberg est, selon moi, de par sa popularité assez limitée. En effet, Yume Nikki semble avoir fait beaucoup parler de lui dès sa sortie, mais ça reste toutefois assez limité aux fans de jeux indie 2D. Autrement, une autre raison du pourquoi cette entrée dans cet iceberg serait peut-être à cause de la nature un peu obscure de certains niveaux, ou bien même le fait que c'est vraiment super bizarre. Donc tout ça pour dire qu'avant d'avoir fait des recherches pour cette entrée, je ne connaissais pas très bien Yume Nikki, si ce n'est autre que sa bande son. Et maintenant, je vais pas vous mentir, mais j'ai vraiment envie d'y jouer, donc on se retrouve dans 15 ans pour le prochain gameplay qui arrivera sur ma chaîne. Allez. John Titor. Ok, le cas de John Titor est honnêtement une de mes histoires du net préférées. Donc, John Titor, ou Time Travel _0, sont deux pseudonymes utilisés par un certain voyageur temporel venant de l'an 2036. Tout commence en 2000 sur le forum post-to-post de Artbell, quand un certain Time Travel _0 décide de poster le message suivant. Salutations. Je suis un voyageur temporel venant de l'an 2036. Je suis de passage après avoir été chercher un système d'ordinateur IBM 5100 de l'an 1975. Ma machine à voyager dans le temps est une unité de déplacement temporel à masse stationnaire développée par General Electric. L'unité est alimentée par deux singularités positives à rotation maximale qui produisent un sinusoïde type leurre désaxé. Je serais heureux de partager des images de l'unité. Autant vous dire qu'avec un message comme ça, le mec a foutu le bord sans dessus dessous. Bon d'accord, une grande partie des gens étaient sceptiques, demandant plus d'informations et bien entendu des images de cette dite unité. Ce qu'il fit. Si j'ai bien compris, en gros, la machine est un dispositif que Titor attacha à l'arrière d'une fucking Chevrolet Corvette décapotable de 1966. Le mec voyage en style. La machine quant à elle fonctionnait grâce au principe de trou noir double de Kerr. Je n'ai aucune idée de ce que c'est et comptez pas sur moi pour vous expliquer. Au-delà de cela, Titor décrivit sa machine comme possédant les éléments suivants. Deux boîtiers magnétiques pour les doubles micro-singularités, putain je sais pas ce que ça veut dire. Un collecteur d'injection d'électrons pour modifier la masse et la gravité des micro-singularités, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Un système de refroidissement et une ventilation de rayon X, des capteurs de gravité ou un verrou à gravité variable, 4 horloges à césium et 3 ordinateurs. John Titor quant à lui se décrivait comme étant un soldat au service de l'armée américaine et basé à Tampa, en Floride. Il aurait été désigné par le gouvernement pour faire partie d'un projet de voyage temporel dans le but de récupérer en l'an 1975 un ordinateur IBM 5100 dont certaines parties seraient essentielles afin de comprendre et de lutter contre un bug informatique détruisant toutes les machines en 2036. Quand Titor a droppé cette information, certains se sont mis à spéculer que ce bug mentionné serait nul autre que le bug de l'an 2038, bug dont on connaît déjà l'existence et qui devrait techniquement affecter plusieurs systèmes d'exploitation et programmes utilisant des dates programmées sur 32 bits. Et avant de continuer, laissez-moi faire une aparté sur le bug de l'an 2038. Dit comme ça, le bug de l'an 2038 ne devrait absolument rien vous dire si vous ne connaissez rien dans l'informatique, ce qui est mon cas par exemple. Donc pour la faire simple, vous voyez votre horloge que vous avez sur votre ordi.
Ben, le moment où celle-ci atteindra la date du 19 janvier 2038 à 3h, 14 minutes et 8 secondes exactement, ben celle-ci va se mettre à péter un câble et va revenir à la date du 13 décembre 1901 à 20h, 45 minutes et 52 secondes. Alors, il y a une explication de pourquoi ce bug existe, mais vu que, comme je vous ai dit, je ne connais rien dans l'informatique, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ce que mon cerveau atrophié a réussi à comprendre. Pour la faire simple, ce bug touche les systèmes utilisant la représentation POSIX du temps, aussi appelée dans le jargon l'heure Unix. Qu'est-ce que l'heure Unix, me demanderiez-vous? En gros, pour faire court, c'est tout simplement un système qui compte toutes les secondes s'écoulant, et cela depuis le 1er janvier 1970 à 00h. Et maintenant, voilà le problème. Il s'avère que tous les systèmes d'exploitation réglés en 32 bits traduisent les secondes du système Unix en code binaire. Prenons un exemple. Au moment où je suis en train d'écrire le script que je suis en train de réciter, il est 15h38 le 14 octobre 2022, soit 166575468 en code Unix. Ce chiffre se traduit automatiquement en un code binaire dans tous les systèmes en 32 bits. Et donc le problème, c'est que ce code binaire est limité. Et donc si vous avez suivi, vous aurez compris que cette limite sera atteinte en 2038. Plus précisément donc le 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes en temps universel. Où le code binaire atteindra le chiffre incroyable de 0,1 puissance 31. Donc 0,11111, bon t'as capté. Et là où ça va foirer, c'est que quand on atteindra 3h, 14 minutes et 8 secondes, le code binaire aura comme réflexe de se boucler en atteignant le chiffre à nouveau incroyable de 1, 0 puissance 31. Donc 1, 0, 0, 0, bon t'as nouveau capté. Et le souci, c'est que ce chiffre binaire, une fois traduit en code Unix, nous donne pas 3h, 14 minutes et 8 secondes, mais donc la date du 13 décembre 1901 à 20h45 et 52 secondes. Bon, dit comme ça a l'air d'être un grand truc, mais vous inquiétez pas parce qu'il est plus que probable qu'en l'an 2038, tous les ordinateurs opérant avec un système en 32 bits seront certainement dans des musées. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la fin du monde. Bon, où est-ce que j'en étais moi déjà? Ah ouais, John Titor. Donc, cet aparté était juste pour vous montrer que John Titor avait l'air d'en savoir beaucoup sur l'informatique, et tout autre bordel scientifique d'ailleurs, et ce qui rend son histoire toute particulièrement crédible. Alors revenons sur son histoire. My Boy John prétend donc venir de l'an 2038 où il sert l'armée américaine dans une unité spéciale de voyageurs temporels. Il est envoyé dans le passé, en 1975, afin de récupérer un vieil ordinateur dont des composants pourraient empêcher un bug de grande envergure dans le futur, donc le Y2038. De retour en l'an 1975, il décide de s'arrêter en l'an 2000 pour nous passer un bonjour et drop la bombe que le voyage temporel existe. Puis il disparaît. John Titor ne donna plus aucun signe depuis le 24 mars 2001, quand il fit un message d'adieu disant qu'il retournerait dans son présent. Et depuis, plus rien. Mais bon, ne vous inquiétez pas, avant de partir, John eut l'amabilité de nous laisser des prédictions pour notre futur. Et croyez-moi, vous êtes pas prêts. Une deuxième guerre civile aux États-Unis commençant en 2008, après une série d'émeutes commençant dès l'an 2005. Une troisième guerre mondiale commençant en 2015 à la suite de la fin de la guerre civile américaine. Une guerre nucléaire causée par cette troisième guerre mondiale ayant dégénéré, la majorité des villes dans le monde seront d'ailleurs nucléarisées. Et cerise sur le gâteau, une nouvelle épidémie de grande envergure de la maladie de Creutzfeldt-Jakob venant d'une infection de la viande de bœuf, ce qui serait une des causes de la guerre civile aux États-Unis. Bon, comme moi, vous commencez à vous rendre compte d'un petit souci. Ben, aussi loin que je sache, aucun de ces événements se sont réellement produits. Donc, où est le problème? Titor affirma dans un de ses posts que la théorie du multivers était réelle, ce qui signifie que notre univers pourrait être différent du sien, ce qui pourrait être une des réponses au problème. Sauf que Titor se tira une balle dans le pied en affirmant dans un autre post que notre réalité ne différait pas vraiment de la sienne. Donc là on commence vraiment à se rendre compte qu'il y a un problème. Bon, comme vous l'aurez deviné, cette histoire n'est nul autre qu'un canular. Mais on va pas se mentir, c'est certainement une des hoax les mieux réalisées de l'histoire d'internet. Après la disparition de Titor, une bonne série de personnes se mirent à faire des recherches pour savoir qui était derrière cette histoire. Parmi les enquêteurs, on peut noter John Hoxton, qui dans son enquête en 2009, arriva à la conclusion que l'homme derrière John Titor était Larry Haber, un homme à la tête d'une fondation, ayant comme titre la fondation John Titor. Larry est un avocat du divertissement qui s'aida de son frère, lui-même informaticien, pour créer cette hoax dans le but de faire parler de cette histoire, et par extension de se faire des thunes. On comprend donc d'où les connaissances en informatique venaient. Un dernier élément, valant la peine d'être mentionné, est le fait qu'en 2008, un programme télé italien nommé Voyager ai confini della conoscenza, je ne sais pas parler italien, a aussi mené une enquête pour savoir s'il existait un homme dénommé John Titor aux États-Unis. Et la réponse, ben c'est non, aucun John Titor, donc ceci met définitivement de côté la plausibilité de cette histoire. Bref, cette entrée m'a demandé de faire des recherches sur des domaines que je ne comprends vraiment pas, donc je suis terriblement navré si j'ai pas réussi à expliquer correctement cette histoire. Enfin bref, prochaine entrée. 1444, Trigger Warning, Suicide. Voici Gleb Korablev. Le 17 octobre 2019, vers 9h du matin, il décide de lancer un livestream sur la plateforme Vkontakte, ou VK, sorte d'équivalent russe de Facebook. Son téléphone filme le live. Gleb recule et se pose sur le canapé de son salon, armé d'un fusil dans ses mains. L'arme, un fusil à pompe automatique Saiga 12. Très rapidement après s'être assis, Gleb prend l'arme dans ses mains et la pointe contre sa tempe. Après un court silence, il se met à parler. Nikita, si t'en parles trop tôt à mes parents, je viendrai tenter depuis l'au-delà.
Je sais que tu as leur numéro. Bon, comment dit-on déjà? Nya, baka! Il presse sur la détente. Bien entendu, je ne vais pas vous montrer le moment où il décida d'en finir, mais juste pour alimenter votre imagination, voici la vidéo d'un homme tirant avec une saga 12 avec une distance de quelques mètres. Aucune véritable raison fut à ce jour donnée pour expliquer pourquoi ce jeune lycéen russe de 18 ans décida d'en finir, et de plus d'une manière aussi brutale. Une théorie stipulant qu'une dispute avec sa copine l'aurait poussé à commettre l'irréparable. Maintenant, il devrait vous rester une question. Pourquoi 1444 ? Eh bien tout simplement pour ne pas être traçable trop facilement. En effet, le livestream arriva rapidement en tête d'affiche de la page principale de VK, et naturellement, plein de gens décidèrent de clip le moment du suicide. Une des personnes, propriétaire de la chaîne YouTube sobrement intitulée Gore, paye ta discrétion, eut la merveilleuse idée d'uploader la vidéo sur YouTube. Mais n'étant pas dupe, l'utilisateur savait très bien que s'il mettait un titre aguicheur, la vidéo serait supprimée dans les minutes suivantes. Il décida alors de nommer la vidéo 1444 afin de ne pas être repéré trop facilement. Cette technique se montra assez fonctionnelle, car il aura fallu attendre plus de 151 000 vues et 3 jours avant que le staff de YouTube décide de supprimer la vidéo. Mais malheureusement, ce n'est pas encore la fin de cette histoire. Naturellement, avec 151 000 vues sur YouTube, on peut faire beaucoup de choses. Avec cet afflux de vues et d'attention, 1444 fit très vite le tour de la toile. À côté, vint également un afflux de conneries. Certains internautes hispanophones clamèrent que la vidéo était maudite, car elle aurait été retrouvée sur le Deep Web. Encore. D'autres internautes, beaucoup plus vicieux, décidèrent de cacher la vidéo entre deux extraits de vidéos pour enfants n'ayant rien à voir, le tout sur Twitter et sur TikTok. Ce qui signifie qu'il est plus que probable que des enfants ou autres personnes n'ayant aucunement voulu voir la vidéo furent confrontés à la nature graphique et terriblement gore de la vidéo, croyant tout simplement voir un TikTok innocent. Bref, le livestream de Gleb envahissa la toile sur le bon reste de l'année 2019, avant de disparaître dans les méandres de l'internet. Max Headroom. Yes, enfin un truc un peu plus light. Cool. Bref, voyez ce mec là, ce truc. Ben, ça c'est Max Headroom. Outre le fait qu'on peut deviner un costume un peu chelou et un aspect très intelligence artificielle à la sauce années 80, je peux vous assurer que Max Headroom est un ancêtre du shitposting. Donc, Max Headroom était un personnage télé censé représenter une IA qui agissait comme présentatrice télé. Max Headroom apparaissait dans des petits sketchs humoristiques entre des programmes télé avant d'avoir son propre programme, le Max Headroom Show. Dans son show, Max Headroom parlait d'artistes musicaux et autres sujets d'actualité sur la pop culture. Un peu plus tard, dans les années 80, Max Headroom devint porte-parole de la marque Coca-Cola, faisant notamment la pub pour leur nouveau produit, le New Coke. I've got an idea. Why doesn't New Coke have a taste test where New Coke takes on Pepsi, and we'll call it the New Coke Pop Quiz? Yeah? Where? When Coke did take on Pepsi in nationwide tests, more people chose Coke over Pepsi. Prove it to yourself. Au-delà de ça, Max Headroom n'a pas vraiment eu un grand succès à la télé, et passa un peu comme une sorte de blague incomprise sur le moment. La véritable raison de pourquoi Max Headroom est sur cet iceberg, c'est à cause de l'incident Max Headroom. And McMahon back to throw. Dumps it up the middle. Wide open McMahon. Cutting left to the 20, to the 15, to the 10, to the 5. Touchdown! McMahon and McKinnon 14-0 Bears. Then the defense, which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. But it's the only way to learn. I'll get you a hot drink. Some dry clothing. Jesus. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually, the computer that we have running our news from time to time.
Ce que vous venez de voir est certainement le cas de détournement télé le plus célèbre de l'histoire. Le 22 novembre 1987, au soir, deux personnes arrivent à détourner le signal télé de deux chaînes américaines, la WGN-TV et la WTTV. L'incident s'est déroulé à Chicago, et durant cette intrusion, comme vous avez eu l'occasion de le voir, un mec déguisé en Max Headroom s'amuse à dire un peu n'importe quoi, profitant de l'occasion pour notamment critiquer Coca-Cola et leur campagne marketing. Bien entendu, cette intrusion fit la une des journaux, et il aura fallu aux deux chaînes plusieurs heures de lutte afin de stopper officiellement cette intrusion. Maintenant, on est libre de se demander, qui sont les mecs derrière cette histoire? Ben, réponse courte, on sait pas. Réponse longue, on a quelques théories. Peut-être je me suis perdu dans mes lignes. Une des possibilités les plus populaires serait qu'il s'agissait d'Éric Fournier, un artiste derrière Chez St. John. Qu'est-ce que c'est Chez St. John, vous pourriez me demander? Eh bien, c'est ça. Donc, Chez St. John est un projet artistique mettant en scène, Chez St. John, une personne mutilée après un accident de voiture et ayant décidé de remplacer les parties de son corps avec des morceaux de mannequin. Beaucoup de gens sont partisans de la théorie d'Éric Fournier pour Max Headroom, car certains y reconnaissaient son style, ainsi qu'un attrait pour les déguisements un peu creepy. De l'autre côté, des amis d'Éric ont démenti cette théorie car celui-ci n'avait absolument aucune connaissance dans le monde de la télévision et du broadcasting, signifiant qu'il n'aurait jamais réussi à accomplir un tel acte. Malheureusement, on ne pourra jamais avoir l'avis d'Éric sur la question car celui-ci est décédé en 2010. Maintenant arrive une autre théorie, certainement la raison de pourquoi cette entrée est dans cet iceberg. Le post Reddit de user Bpoag, ou BPOAG, j'en ai aucune idée comment tu peux. Le mercredi 1er décembre 2010, cet utilisateur poste sur le subreddit IMA le post suivant. Je crois savoir qui est l'homme derrière le Max Headroom Incident s'étant déroulé à Chicago en 1987. Pas mal de gens m'ont posé des questions sur le sujet, du coup je me suis dit que j'en ferais un post. Dans ce putain de long post sa mère, l'utilisateur explique que durant son adolescence à Chicago, il connaissait deux mecs, qu'il décida d'appeler dans le post J et K, comme dans Men in Black. J et K étaient frères, et tous les deux étaient fans de toute la scène du hacking. En gros, l'histoire est longue et assez complète, mais pour la faire courte, J souffre d'autisme sévère, et était pour la plupart du temps accompagné par son frère. L'auteur de ce post connaissait personnellement les deux mecs, et se rappelait que lors d'une soirée en 87, le groupe d'amis de J et K parlait d'un gros truc qui était censé se dérouler. Lorsque l'auteur, qui avait 13 ans à l'époque, demanda en quoi consistait ce gros truc, J et K aurait tout simplement dit de regarder la Channel 11 le soir, donc la WTTV, putain, donc la WTTV, chose que l'auteur fit. Et c'est ainsi qu'il devint témoin du Max Headroom Incident. Au-delà de cette histoire, l'auteur affirme que J avait un sens de l'humour tout particulier, tournant souvent autour d'éléments déviants voire sexuels. Et il s'avère que dans un des extraits du Max Headroom Incident, on voit donc un mec se faire recevoir des fessées par une meuf avec une tapette à mouche, chose que l'auteur affirme être exactement dans les cordes du sens de l'humour de J. Bon, dans le post, il y a aussi plein d'autres éléments et d'informations intéressantes, mais si vous voulez savoir au final si J et K sont véritablement derrière le Max Headroom Incident, la réponse c'est vraisemblablement que non. Le même auteur du post sur IMA décida quelques années plus tard, en 2015, de faire un autre post sur le subreddit r/Unsolved Mysteries, et sur lequel il explique qu'entre temps, celui-ci est devenu ami avec Rick Klein, un conservateur au musée des classiques de la télévision de Chicago. Il explique aussi que grâce à ce contact, il eut l'occasion d'interviewer de nombreux ingénieurs ayant travaillé chez la WTTV et la WGN-TV, soit Channel 11 et 9. Il explique que durant cette interview, les ingénieurs lui ont expliqué tout le matériel nécessaire requis pour permettre un détournement d'envergure comme celui du Max Headroom Incident. Ces éléments lui ont convaincu que J et K n'auraient vraisemblablement pas pu être derrière l'affaire, car n'ayant tout simplement pas les installations nécessaires. I don't think you have the facilities for that, big man. Les excluant ainsi de la liste des suspects. Morale de l'histoire, on sait pas vraiment qui est derrière le Max Headroom Incident, et cela même après 45 ans, ce qui est, on va pas se le cacher, assez ouf. La dernière grande théorie, et la plus logique, serait qu'il s'agirait d'un inside job, donc vraisemblablement venant d'un employé ou ingénieur chez la WTTV ou la WGN-TV. Green Pill. Êtes-vous familier avec Matrix? Non? Ah je m'en bats les couilles. Bref, vous voyez cette scène où Morpheus propose à Neo deux pilules, soit il prend la bleue et accepte de rester dans un monde illusoire et sans but, ou soit il prend la pilule rouge afin de se libérer de ce monde et pouvoir échapper la matrice. De cette scène est né un mème assez populaire sur internet, celui de la Red Pill. En gros, être Red Pilled, c'est se définir comme ayant accepté la réalité sombre de ce monde et de se différencier des moutons suivant les trends que les réseaux créent. Donc en gros tous les NPC et les bots qui reproduisent toutes les danses connues sur TikTok. Ou alors les connards qui font des vidéos sur des icebergs. Donc ces gens ayant accepté la réalité sombre de ce monde prétendent avoir pris la pilule rouge, au contraire des autres qui sont dits Blue Pill. Maintenant, au-delà de ces deux pilules, il y a également une troisième, la pilule noire. La pilule noire est la pilule la plus difficile à accepter, car en gros celle-ci défend le fait que le monde ne fait aucun sens et que rien n'a d'importance. Pour la faire courte, c'est du nihilisme total. Les gens se décrivant comme étant black-pilled défendent donc le point de vue nihiliste et pour caricaturer, ce sont pour la plupart du temps des M.
Maintenant, prenez les 3 pilules, mixez-les pour former une nouvelle pilule et vous aurez la green pill, la pilule verte. Pour définir la green pill, je vais prendre la définition de l'utilisateur MonkeyBoy7 sur l'Urban Dictionary. La green pill est une mixture des pilules rouge, bleu et noir. Elle prend des éléments des 3 pilules et les merge pour former plus qu'une seule. Être green pilled signifie accepter son sort et juste vivre sa vie à l'instar de ceux ayant pris la pilule bleue, le tout en acceptant le point de vue de la pilule noire, notamment sur le sujet du dating. Cependant, il n'est pas question ici de s'abandonner et de se laisser tomber. Au contraire, il s'agit de se concentrer et s'améliorer soi-même, le but étant de devenir la meilleure version de soi. Voici la partie red pill, celle qui maximise votre vrai potentiel caché. Être green pilled et accepter d'emprunter un long chemin de solitude. Mais une véritable assurance en vous-même vous sera accordée. Le green pill est très similaire à la définition pure du Sigma male. En gros, vous l'aurez compris, être green pilled, c'est devenir un Sigma male. 973 et Namu 973. 973 et Namu 973 ou 973 The Human 973 à l'envers est le nom d'un site internet assez cryptique comprenant plusieurs pages contenant toutes des puzzles, calculs et autres trucs. Bref, ce site est une énigme, soit une ARG ou encore un projet artistique. Le site propose plein de pages, comme mentionné auparavant, chaque page menant à d'autres pages, avec des codes complexes et des images. Certains pensent que ce site défend le fait que Dieu serait relié aux mathématiques, chose visible notamment à travers des éléments religieux et mythologiques mis en avant avec plein de calculs et autres trucs reliés à la numérologie et aux maths. Des trucs que mon cerveau ne peuvent véritablement pas comprendre. Note finale, il existe un forum où des utilisateurs partagent leurs découvertes, et qui sait, peut-être qu'un jour on trouvera la signification de ce projet. Eratas. Bon, alors je vais pas vous mentir, mais je ne vais pas énormément développer sur ce que Eratas est, car le sujet est ridiculement long et contient plein d'éléments. En gros, Eratas est une ARG mise au point par le chef du groupe de noise metal peu connu, KFC Murder Chicks. L'ARG comprenait une immense toile de posts sur les boards X et Mu de 4chan, ainsi que des vidéos sur YouTube, toutes parlant d'un certain logiciel nommé Eratas, logiciel utilisé par certaines corporations telles que UPS par exemple. Le but d'Eratas était de développer un algorithme afin de pouvoir descendre toute atteinte à des droits d'auteur. Mais truc encore plus chelou, Eratas, au-delà de faire des plaintes pour droits d'auteur, descendait également toute mention d'elle-même. Selon l'ARG, Eratas aurait été découvert par un employé travaillant chez UPS et ayant demandé des informations concernant le logiciel avant qu'on le dise tout simplement de ne jamais plus en reparler. Toujours selon l'ARG, si l'on cherchait le terme Eratas sur internet, on se mettait automatiquement en danger, le logiciel cherchant à se faire supprimer des consciences. L'ARG comprenait également la chaîne YouTube de Chronos for Life Jurassic Park, une chaîne YouTube avec une fixette un peu malsaine pour la série de films Jurassic Park, ayant fait 5 vidéos au total avec une qualité dégueulasse, dont 3 fan edits des films Jurassic Park. Le propriétaire de la chaîne de Chronos for Life Jurassic Park aurait caché dans ses vidéos des secrets et messages codés, notamment un en morse dans sa deuxième vidéo, et aussi en changeant constamment les sous-titres de ses vidéos en y casant plein de messages. Il a également fait une vidéo s'appelant littéralement « YouTube contrôle et surveille ma vie ». Putain, moi aussi mec. Bref, si on suit la logique de l'ARG, il s'avère que le mec derrière la chaîne de Chronos for Life essayait juste de trigger l'algorithme d'Eratas au travers de ses vidéos. Autrement, et certainement le truc le plus connu de cette ARG, c'était que Eratas menait à un moment donné un compte Twitter, celui d'un mec, un certain Todd Ellsworth, anagramme de The Lost World, soit le nom du deuxième Jurassic Park, comme quoi tout est lié, compte Twitter qui aurait notamment uploadé cette putain d'image terrifiante, portrait robot d'un voleur en série hawaïen. Image également mise sur cette cover de la chanson Clint Eastwood de Gorillaz, bref ça part en couille. Pour boucler le tout, il s'avère que Todd Ellsworth est mentionné dans une des chansons de KFC Murder Chicks, ce qui prouve finalement le lien entre le groupe et tout ce bordel. Bref, morale de l'histoire, si vous êtes à la tête d'un groupe de musique qui n'arrive pas à percer, faites un putain d'ARG sur un logiciel maléfique et vous deviendrez célèbre. TempleOS. TempleOS est un système d'exploitation pour ordinateur centré sur le thème de la Bible. Le système fut conçu entre 2005 pour sa première version et 2017 pour sa dernière mise à jour par Terry A. Davis, un informaticien et programmeur hors pair, l'ayant customisé de fond en comble en usant notamment de sa propre variante de C, nommée Policy, jeu de mots faisant référence au Vatican, haha. TempleOS était basé sur des dimensions de 640 sur 480p et était limité à 16 couleurs. Bien que l'aspect esthétique de TempleOS pourrait sembler légèrement dépassé sur nos standards modernes, j'aimerais emphaser sur le fait que ce système d'exploitation fut entièrement créé par Terry Davis, le tout alors qu'il était encore chez ses parents. Et pour rendre le truc encore plus incroyable, TempleOS était relativement complet, comprenant un manager de fenêtres, des icônes 3D et même des jeux vidéo. Maintenant que j'ai parlé de TempleOS en particulier, penchons-nous un peu sur son créateur. Terry Andrew Davis est né en 1969 aux États-Unis, plus particulièrement au magnifique état du Wisconsin. Né de parents catholiques, il grandira sous cette religion avant de se déclarer athée pendant une partie de son âge adulte.
En 1994, il recevra un master en génie informatique à l'université d'État d'Arizona et se lancera dans le programming par après. Cependant, la vie de Davis va faire un virage à 180 degrés quand il sera diagnostiqué comme souffrant de bipolarité et de schizophrénie après avoir souffert d'épisodes maniaques. Durant une de ces crises, il décrira avoir reçu une révélation venant de Dieu, l'ayant désigné comme étant l'élu programmeur censé créer un successeur au deuxième temple de Jérusalem. Et pour la petite anecdote, selon le livre d'Ézéchiel présent dans la Tanakh et la Bible, le troisième temple devrait être construit dans une période nommée les temps messianiques, ce qui veut en gros dire que sa construction marquera le début de la fin du monde. Mais bon, ça Terry Davis il en a rien à contrefoutre, car il allait créer quelque chose de plus grand, quelque chose de moderne, un putain de système d'exploitation, la troisième itération du temple de Jérusalem, cette fois-ci virtuelle. Suite à quoi commencera une longue croisade durant laquelle Davis uploadera des vidéos mettant à jour ses nouvelles versions de TempleOS, accompagnées de quelques interventions intéressantes. No, hell no, okay? Fuck yourself, retard. En 2017, après avoir mis à jour une dernière fois sa création, Terry Davis cessa de prendre ses médicaments car elle considérait que ceux-ci limitaient sa créativité, et par la suite débuta une longue marche à travers le désert où il deviendra sans-abri, vagabondant d'état en état. Durant sa période d'exil, il continuera à poster des vidéos afin de partager avec sa communauté ses va-et-vient. Ce mode de vie continuera jusqu'au 11 août 2018, lorsque Terry Davis, alors longeant des voies de chemin de fer, se fera percuter par un train, ce qui causera son décès. La mort de Terry Davis marqua énormément la scène informatique de l'internet, celle-ci ayant perdu un de ses personnages les plus intéressants. Quant à TempleOS, celle-ci est toujours téléchargeable sur le site internet officiel, et le lien sera dans la description pour les gens intéressés. So, well, it's good to be king. Wait, maybe. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. But... Nobody Here, entrée personnelle. La vidéo que vous êtes en train de voir est l'ancêtre et mère fondatrice d'un courant artistique entier. Nobody Here est le nom d'une vidéo YouTube relativement célèbre, postée le 19 juillet 2009 par l'utilisateur Sunset Corp. Longue d'environ 2 minutes, elle est constituée d'une image montrant l'arrière-plan d'une ville de nuit, avec ce qui semble être une route multicolore se balançant de gauche à droite sur l'écran. Le tout avec un sample remixé de la chanson Lady in Red de Chris de Burgh, chanson célèbre parue en 1987. Maintenant, si je vous dis que cette vidéo est la mère fondatrice d'un courant artistique, c'est pas pour rien. Qualité médiocre, effet VHS, arrière-plan 3D et effet trippy multicolore, le tout sur un sample d'une chanson des années 1980, ouais, vous êtes en train de regarder la toute première vidéo issue du genre Vaporwave jamais uploadée sur YouTube. Pour ceux ne sachant pas ce qu'est la Vaporwave, je vous redirige vers la partie 3 d'Iceberg dans laquelle j'en parle en tant que première entrée. Quoi qu'il en soit, la notoriété de cette vidéo est due au fait notamment qu'elle est largement considérée comme étant la toute première vidéo du style Vaporwave, et qu'elle fut l'élément déclencheur de l'arrivée de ce genre esthétique sur internet. Nobody Here, ainsi que la chaîne de Sunset Corp, est directement relié au projet artistique musical Oneotrix Point Never, fruit de l'artiste musical Daniel Lopatin. Cet homme serait donc à l'origine d'un des courants esthétiques et musicaux les plus influents sur internet des années 2010. La vidéo Nobody Here est aujourd'hui considérée comme étant un monument majeur de l'internet, véritable tournant de la scène esthétique du web. Les commentaires sont également un lieu d'intérêt général, de par la vieillesse de la vidéo. Vous pourrez y trouver des commentaires âgés de plus de 13 ans, dont notamment le commentaire de la chaîne Les gens sont méchants pour l'éternité, The Road to Salvation, le tout premier commentaire de la Vaporwave. Voilà, c'est avec cette entrée personnelle que nous arrivons à la fin de ce 4e palier. Alors là c'est la partie où je raconte ma vie, en général il y aura que 4 personnes qui sont toujours en train de regarder la vidéo, et du coup c'est ce que je vais faire, et je vais vous communiquer un peu tout ce que je compte amener sur la chaîne dans un futur à court terme. Premièrement, bien que j'ai commencé le script de la partie 5, je ne pense pas que ce sera la prochaine vidéo que j'uploaderai. Je compte d'abord faire un petit break en termes de contenu et premièrement upload mon gameplay sur YouMiniKick d'une fois que je l'aurai fait parce que j'ai toujours rien commencé. Mais potentiellement également m'essayer sur d'autres concepts. Je voulais également partager le fait que je suis vraiment content de voir ma petite chaîne grandir de jour en jour et que tous vos commentaires d'encouragement et tout autre commentaire me font énormément plaisir. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve je sais pas quand pour la prochaine vidéo. Bisous. Baby girl, you know what I want.